Salut à tous, c'est Karine pour un nouvel épisode de Passion Patrimoine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Holtz, 42 ans. Vous allez voir, c'est un CGP et un papa engagé. Salut Jean-Baptiste. Salut Karine. Dis-moi, Holtz, c'est quelle origine ? C'est alsacien. Ah, c'est marrant ça. Et en allemand, ça veut dire bois aussi. C'est vrai ? Ouais. Ok, je savais pas. Jean-Baptiste est le fondateur de Wealth Conseil. Alors évidemment, je te poserai un petit peu plus tard dans l'émission la question pourquoi tu as appelé ta société comme ça, mais on va partir comme d'hab du début. Tu es issu d'une école de commerce Subdeco à Reims, mais avant ça, ils faisaient quoi tes parents ? Ils faisaient quoi mes parents ? Alors ça, c'est une bonne question. Moi, je suis le 5e de 6 enfants. Ah ouais. Donc, pour répondre à la première question, que faisait maman ? Elle ne travaillait pas parce qu'on était assez nombreux. Elle bossait quoi. Elle bossait à la travaillait pas maison. au sens professionnel dans une entreprise, mais voilà, elle s'occupait de nous. En revanche, mon père était chez Total. Il a fait toute sa carrière chez Total. Il avait fait l'école du pétrole et le STP, donc une carrière d'ingénieur. Et après, il est parti au Moyen-Orient, un peu en Afrique, et il a fini DRH de Total Afrique. Voilà. Donc, mon père était dans le pétrole, rien à voir. Donc un papa absent parfois avec ses déplacements. Oui, très souvent. Très souvent. Ouais, très souvent. Une maman seule avec 6 enfants, frères, sœurs, c'est quoi le schéma ? Alors, j'ai 3 sœurs et un frère, et j'ai un frère qui est décédé avant moi. Voilà. D'accord. Et tu te places où dans la fratrie ? Et moi, du coup, je suis né, je suis vraiment le 5e sur 6. J'ai une petite sœur. Et voilà, mon grand frère a 7 ans d'écart par rapport à moi. Alors j'aime bien toujours savoir la genèse un petit peu des gens qui viennent ici, parce que pour avoir vraiment aujourd'hui, je dois être à ma 200e interview en ma 10e année de carrière, il y a toujours un lien de cause à effet, il y a toujours un lien de son métier versus l'enfance. Et donc j'essaie de savoir justement ce qui toi t'a animé à devenir aujourd'hui CGP, à te spécialiser justement. On le verra au début dans banque privée, parce que tu as fait un passage en banque privée, si je ne m'abuse, mais est-ce que, étant jeune, tu avais déjà ça en tête ? Est-ce qu'on parlait finance chez toi ? A priori, papa, c'était plutôt l'énergie, ou est-ce qu'il y avait déjà cette notion d'éducation financière ? Alors, non, pas dans ma famille nucléaire, au sens avec mes parents, plus dans ma famille élargie. Effectivement, du côté effectivement de mes grands-parents, avec des origines plutôt aussi agricoles, et effectivement qui étaient plus chefs d'entreprise. Quand on est agriculteur, on a son entreprise, et qui avait un certain patrimoine foncier aussi, et effectivement des origines aussi un peu aussi industrielles dans cette branche aussi, dans la partie textile. Voilà. Ok. T'as passé ton bac en quelle année ? Quel bac d'ailleurs ? Moi, j'ai passé un bac économique et social, spécialité Pourquoi tu souris ? maths. Non, ça m'amuse ces questions. En fait, je ne m'attendais pas à ça, donc c'est une surprise de parler du bac. Mais non, moi, je suis parti en pension. Tu savais pas que tu passais un entretien aujourd'hui ? Ouais, non. Non, moi, j'étais toujours celui qui avait 12 de moyenne, qui travaillait assez peu, parce que j'avais pas mal de facilité au sens mémoire, etc. Donc, je travaillais tard et un peu au dernier moment, comme pas mal d'entre nous, je pense. Mais du coup, j'ai tourné à 12 de moyenne, et finalement, je m'en suis bien sorti avec mon bac. Et voilà. Et en fait, finalement, la finance, j'étais pas très financier à l'origine. Moi, en 3e, du fait de ces origines un peu foncières, agricoles, etc., j'avais plus envie de faire, à l'époque, les eaux et forêts. C'était vraiment... très bon placement, les forêts. Ah oui, c'est un très bon placement. Mais c'était vraiment... Moi, j'ai voilà, cette attirance pour la nature, et voilà, depuis très jeune. Et finalement, ça, c'est un peu mes parents qui m'ont dit « Mais tu devrais quand même regarder autre chose, etc. » Donc, mais c'était plutôt les eaux et forêts qui m'attiraient au départ. Alors, qu'est-ce qui t'a fait différer vers une autre voie ? Et c'est un ensemble de choses, en fait. D'abord, effectivement, c'est des bonnes questions. Je pense que la place de la personne dans une famille, alors qui plus est nombreuse, a un impact dans notamment voilà, l'approche qu'on a vis-à-vis des événements qui se présentent à nous. Évidemment, quand vous avez des grands frères ou des grandes sœurs qui ont ouvert des portes, c'est plus facile pour vous. Voilà, vous avez plus de facilité. Moi, j'ai eu la chance de
du coup de pouvoir voyager très jeune. Voilà, j'ai pas dû me battre avec mes parents pour avoir certainement des moyens de découvrir le monde qui m'ont ouvert les yeux. Et pour revenir à la question de pourquoi la finance, après avoir au départ voulu rentrer plutôt dans une partie rurale ou forêt, c'est tout simplement en fait aussi parce que très jeune, moi-même, je me suis intéressé à comment étaient gérés les biens dans ma famille, euh, comment on pouvait optimiser, et j'ai très facilement été conseil et surtout écouté. J'ai été écouté ou suivi, ou voilà. Donc c'est des choses qui, Tu es en train de dire que tu avais déjà une conscience, même à un jeune âge, ouais, la conscience un petit peu de construire un patrimoine, et en plus de ça, tu avais une certaine aura. C'est ça que tu dis. oui. C'est-à-dire que... mais pourquoi tu as été écouté? Alors, Parce que les autres faisaient quoi? C'est quoi un petit peu le profil rapidement, hein, de tes frères et sœurs? alors mes frères et sœurs, ils ont des profils un peu particuliers, c'est différent, ils sont moins financiers. J'ai une sœur qui avait fait, on a tous fait la plupart des écoles de commerce. J'ai une sœur qui a fait Subdeco Toulouse, qui a démarré chez Auchan en marketing et qui maintenant est instit, donc rien à voir. J'ai un frère qui a fait une école de commerce commercial. Il est dans la grande distribution aujourd'hui. J'ai une autre sœur qui est aujourd'hui dans les achats groupés. Ma petite sœur a fait aussi Subdeco Reims. Vous avez quand même tous bien réussi, quand même. On a tous eu un parcours commercial, Ouais. Subdeco. Après, pour moi, cette formation, elle est très généraliste. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai choisi de me spécialiser avec une formation complémentaire en gestion privée et en gestion de patrimoine à l'ESCP, après Subdeco. Parce que, justement, je trouve qu'il nous manquait un vernis plus technique. Voilà. Ok, mais moi, ce que je veux, c'est qu'on revienne au fameux jour où tu laisses tomber ta fibre verte. On va y revenir parce que... Oh, je ne l'ai jamais laissé tomber. Exactement, c'est ce que C'est un j'allais dire. projet. C'est quelque chose qui est très important, qui est très vivant, hein, de ce que tu m'as confié. Mais en tout cas, cette fibre verte en tant que premier métier, premier choix, hein, d'orientation, est-ce qu'il y a eu un déclic, un dîner, une rencontre, une photo? Vous êtes tous ici, à mon micro, à me raconter que vous avez vu telle ou telle photo, vous avez dîné avec une personne qui vous a dit « je fais un job super ». Tu te souviens pas d'un moment comme ça phare ou d'une personne qui Non, t'a en fait fait, vriller et tu t'es dit « en fait, non, je vais plutôt faire ça ». alors, moi, c'est une étape chronologique assez... moi, je veux faire ce métier depuis déjà, je dirais, depuis que j'ai quasiment 18 ans. Oui, mais Jean-Baptiste, à Oui. 42 ans, 20 ans en arrière, est-ce que le métier de CGP était aussi Alors, clair dans l'état d'esprit des gens et est-ce qu'on communiquait dessus? Bah non, non. non, 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 non. Mais en revanche, donc, pour répondre à la question, ce qui m'a fait découvrir ce métier, c'est un stage chez AXA, un Ok. agent général à Paris, dans le 8e En 2001. rue de Madrid, en 2001, donc il y a plus de 20 ans. Et où finalement, c'était un stage où j'étais en école de commerce, un stage de 6 mois, et il donnait énormément d'autonomie aux stagiaires, puisqu'on allait voir des prospects avec une formation de quasiment 2 semaines. Donc on était très vite sur le terrain, et ce qui m'a fait tomber amoureux du métier, et voilà, c'est en fait cette double approche, à la fois financière et à la fois psychologique. En fait, ce qui m'intéresse, c'est effectivement, on voyait beaucoup de prospects, on faisait du phoning le matin et l'après-midi, on faisait des rendez-vous. Vraiment un petit peu le schéma classique à l'époque des cabinets qui faisaient un peu, voilà, qui faisaient du phoning sur les annuaires d'ailleurs des écoles de commerce. Et finalement, j'avais une grande facilité à démarcher les prospects parce que apparemment je dois avoir une bonne voix aussi au téléphone, j'en sais rien. Et quand j'arrivais en rendez-vous, ça marchait plutôt même très bien. Et en fait, sur le premier rendez-vous, les gens se confiaient et me confiaient des choses que même leur banquier ne savait pas. Donc Tu là, t'es surpris toi-même, en fait. voilà, là je me suis dit, il y a quelque chose, les gens s'ouvrent à moi, et soit c'est parce que la méthodologie fonctionne, soit parce que aussi je dégage, peut-être j'inspire confiance, peut-être Enfin, plus que d'autres dans des au conditions. téléphone, c'est clairement la voix et l'écoute, hein. Voilà, bon, en tout cas au téléphone, dans le phoning, ça a très très bien marché. Ouais. Et après, c'était surtout aussi dans les rendez-vous, c'était quand même assez efficace. Donc je me suis dit là, c'est intéressant. Mais ce qui m'a fait basculer dans la gestion de patrimoine, c'est qu'effectivement, je me suis dit, les agents généraux AXA, à l'époque en 2001, AXA n'était pas banque. AXA est devenu banque en 2005. Et je me suis dit, en fait, ces gens-là, enfin les agents généraux AXA à l'époque, je me disais, mais en fait, ils disent que voilà, c'est la meilleure solution, mais ils sont jamais allés comparer ailleurs. Et donc, ils étaient assez contraints en termes d'offres sur les propositions commerciales pour leurs clients.
Donc je me suis dit, il faut absolument aller avoir une offre élargie, être plutôt dans un mode courtage. Ça me paraissait simplement logique La bonne approche. qu'en termes de conseils, il faille aller voir ce qui existe ailleurs et faire son choix, et qu'à un moment T, c'est cette solution qui est bonne, et à un autre moment, c'est peut-être une autre. Voilà. Tu as employé des mots forts pour parler de ce stage. Tu m'as dit, je suis tombée amoureux. Ça a été déterminant. Donc, c'est un souvenir qui est marquant pour toi. Ah oui, puis c'était en plus... c'était une... je suis vraiment... c'était... d'abord, quand C'était ton premier stage, peut-être ? C'était un de mes premiers stages. Avant, j'avais fait un stage chez Arthur Andersen, en audit. Donc, pas très passionnant, mais assez formateur. Avant, j'avais été chez Nicolas. J'avais géré le Nicolas de Parly 2 pendant 2 mois aussi. Voilà. Le vin ? Le vin, voilà, j'aime beaucoup le vin. Est-ce que tu en fais, toi, en placement ? Non, j'en fais pas. J'aimerais bien recevoir quelqu'un, je lance un appel pour faire un hors-série sur le vin, parce que c'est quand même... le vin, l'or, les forêts, là, cette année, ça cartonne. Alors, l'or, je sais pas. Moi, si. Ouais, d'accord. On y revient, en tout cas, depuis que la Chine... Oui, c'est un sujet. Après, il faut stocker, c'est un peu particulier. Mais c'est vrai que le vin, moi, j'ai plus plaisir à le déguster qu'à l'acheter, on va dire, pour mes clients. Non, de toute façon, ce qui est rare et cher, on a des contraintes de volume. Ça paraît logique que ça s'apprécie dans le temps et que ça soit des bons investissements. Après, c'est comme tout, c'est des placements plaisir. Il faut que ça reste sommaire, on va dire. Oui, il faut que ça reste aussi marginal, je pense, aussi en tranche. Voilà. Mais pourquoi je vous parlais du vin, effectivement. Non, c'est moi qui t'ai un petit peu fait dériver. Tu étais en train de parler justement de ce stage déterminant. Puis il y a une deuxième aussi expérience que tu m'as confiée. Alors, celle-ci, elle est abroad, c'est à Londres, dans une banque d'investissement en salle de marché. Radicalement différent, là. Alors, moi, je n'étais pas dans la salle de marché. Je travaillais avec la salle de marché. C'était juste au-dessus, à l'étage du dessus. Radicalement différent, c'était dans le cadre d'un volontariat international en entreprise, qu'on appelait anciennement les CSNE, coopérants au service national. Oui, c'est comme un service militaire intégré, en fait, professionnel. Mon frère a fait ça en Asie. Voilà, donc là, je suis allé à Londres en 2005. Et donc, c'était vraiment l'effervescence dans les salles de marché à l'époque. Et j'étais sur un secteur qui était en très forte croissance, c'était le secteur des hedge funds. Et la Société Générale cherchait en fait à mesurer les contacts de chaque sales dans les salles de marché avec les hedge funds. Et en fait, de se rendre compte qu'un sales dans la salle de marché de New York qui parlait avec, par exemple, un hedge fund qui s'appelle Braven Howard sur du foreign exchange, donc sur du FX, des devises, et peut-être qu'il y avait aussi, il pouvait ouvrir la voie pour des commodities avec ce même hedge fund à un trader ou un sales à Londres. Et donc, on a un petit peu normalisé, formaté un peu le process de mise en relation des sales avec les hedge funds dans les salles de marché de New York et de Londres, et j'ai créé ce département. T'as pas voulu aller plus loin, t'as pas voulu devenir trader, t'as pas voulu te lancer là-dedans? C'était la suite, en fait, logique. Et non, en fait, j'ai arrêté. J'ai trouvé que c'était une cage dorée. En fait, c'est justement c'est ce déclic-là. Je me suis rendu compte que je voyais que les traders et les sales étaient assis derrière leur bureau sans parler à un client en personne physique. Et je voyais des gens raccrocher en disant ça y est, je lui ai vendu X milliards, et voilà. Et il y avait un côté manque d'humanité, manque d'humain, de relation, manque d'humain, ouais. Et puis il y a un côté, à l'époque, c'était un côté assez, ça manquait aussi de finesse. Hein. La salle de marché, c'est quand même très chiffre, très mec à l'époque. C'était quand même très particulier. Hein. Tu valides le fait qu'il y avait quasiment pas de femmes? Ah oui, à l'époque, il n'y avait pas de femmes. Il y avait quelques-unes. Il y en avait une qui était vraiment brillante, qui s'appelait Karine Gabet, et qui s'occupait des CDS, justement. Mais il y en avait très peu, ouais, c'est vrai. Très peu, ouais. C'est pas une caricature, quoi. C'est la réalité. Non. Après, c'est un métier qui est, on le dit tous, hein, c'est un passage, mais c'est difficile de faire ça sur du long terme. Ça prend énormément d'énergie, et puis on est un peu happé par le... Voilà. Mais c'est vrai que j'ai volontairement, du coup, raccourci ce VIE, qui était à la base de 18 mois, pour finalement, j'ai fait que 12 mois. Tu as repris tes études. Pour reprendre mes études, justement, pour m'orienter sur un métier où je me suis dit, je veux effectivement faire du conseil financier, mais avec des clients en face, et avoir cette pédagogie, cette histoire, cette vision long terme, en fait. Voilà. Donc là, tu passes ton master à l'ESCP en gestion privée, et ensuite tu intègres Crédit Suisse. On va pas le cacher, on s'est rencontrés il y a pas longtemps tous les deux, ça fait même pas 20 minutes, et on parlait justement de la situation en ce moment et que tu avais beaucoup d'appels. Comment est-ce que donc à l'époque, Crédit Suisse, en termes
culturelle, d'approche, de process? Est-ce qu'on est loin de la France? Est-ce que c'est exactement la même approche? Alors, Déjà, non, tu pars vivre... tu travailles où, là, quand tu es chez eux? alors là, je suis avenue Kléber. Ok. Je suis avenue Kléber à Paris. Historiquement, Crédit Suisse en fait est arrivé en France en rachetant la Banque au Tingre. Donc c'est comme ça ils sont rentrés dans le marché français. Et un petit peu la spécificité de Crédit Suisse en France à l'époque, c'est que c'était une banque qui n'avait pas de réseau. Un Crédit Suisse en Suisse, c'est l'équivalent de la BNP ou de la Société Générale. Vous avez des agences partout. Et donc les grandes banques privées françaises, voilà, Crédit Agricole, Indo-Suez, etc., Société Générale Private Banking, ils avaient leurs agences qui leur remontaient les gros dossiers. Et donc les banquiers privés, si vous voulez, leur métier était complètement différent puisque les agences remontaient dès qu'un chef d'entreprise vendait un actif ou forcément le dossier remontait en banque privée. Donc il y avait ce sujet d'origination de clientèle chez Crédit Suisse en France qui était particulièrement challengeant parce qu'il n'y avait pas de réseau qui remontait les dossiers et donc il fallait des vrais chasseurs. Et donc à l'époque, quand je suis arrivé, il y avait à peu près 25 banquiers privés dans la banque privée Crédit Suisse. Donc c'était une toute petite banque. Ça reste une petite banque en France. Hein. Les encours. Une petite banque, oui, bien sûr, en termes d'encours, mais une petite banque ou une banque plutôt d'approche familiale? Alors, c'était quand même des vieilles familles françaises d'origine, effectivement. Ce qu'on appelle la old money, mais avec le développement de banquiers chasseurs qui allaient chercher des entrepreneurs. Et donc, effectivement, moi, je suis rentré dans cette banque, en fait, finalement, par un biais un peu différent. C'est-à-dire que très rapidement, je me suis retrouvé à créer un département de fusion-acquisition pour les mid-cap. Voilà. Donc, au sein de la banque privée. Il y a un département chez UBS équivalent qui s'appelle le Corporate Advisory. Et l'idée, c'était que justement de faire finalement des synergies avec le cash-out d'entrepreneurs qui vendent leur entreprise et qui sont tout de suite, du coup, après présentés à la banque privée. Donc, ça avait du sens de faire des opérations de haut de bilan avec les banquiers privés autour. Tu étais donc sur du B2B, quoi. Donc là, on était sur du B2B, c'est du conseil à des dirigeants sur la vente de leur société ou des prises de participation avec des fonds d'investissement. Donc, on a créé principalement des opérations de LBO, notamment. Et on a créé ce département. Au départ, on était 2, après 4. Et puis, je ne sais pas si ça a perduré depuis, mais voilà, pendant 2 ans, j'ai fait ça au début chez Crédit Suisse. Qu'est-ce que cette expérience t'a amené? J'ai oublié de te poser la même question pour l'expérience en salle de marché. Avec du recul, l'homme que tu es devenu maintenant, il dirait quoi à l'homme en 2006-2008? 2006-2008, j'étais déjà chez Crédit Suisse. Donc, est-ce que c'était à ce moment-là que Ouais, c'est ça. À la fin, en tout cas, de ces 2 expériences-là, si tu regardais en arrière, tu lui dirais quoi? Tu lui dirais, refais pas ça parce que tu verras, ça te servira pas. Ah non, moi, j'ai aucun regret sur chaque choix. T'as pas de revers? Ah non. T'as pas eu des déceptions ou des constats où tu t'es dit, ça marche pas, je vais faire autrement dans ma boîte? Ah, j'ai toujours fait ça. Le jour où j'arrive plus dans les objectifs que je cherche à atteindre, j'arrête en avance. Alors, ça peut être de manière brusque ou pas. Bon, pour être honnête, chez Crédit Suisse, ce mouvement, il a été un peu accéléré. C'était 2 choses. J'avais un métier de banque d'affaires rémunéré en tant que jeune banquier privé. Donc, il y avait un sujet de rémunération qui me gênait. Et le deuxième sujet, c'est qu'effectivement, j'avais à l'époque tout le vernis du master de l'SCP fiscal juridique que je commençais à perdre avec l'approche haut de bilan où on faisait du modeling LBO et on parlait EBITDA et on parlait plus du tout usufruit de nue propriété ou transmission. Donc, je m'étais dit que... Tu t'éloignais un petit peu du métier qui te tenait à cœur, en fait. Voilà. Mais en même temps, j'avais cette notion de volonté de comprendre comment valoriser une entreprise, comment on la transmettait, pour justement après pouvoir parler à des entrepreneurs de cession d'entreprise. Voilà. À l'époque, en 2006, il y avait peu de banquiers privés qui savaient ce que c'était qu'un EBITDA, très sincèrement. Ouais, et puis c'est encore une donnée parfois, c'est comme les taux immobiliers parfois où on a du mal un petit peu à comprendre. Et surtout, les gens ne savent pas comment on les calcule. Mais moi, ce qui me marque un petit peu dans ton parcours, c'est de voir qu'il y a une suite logique. C'est pas forcément le cas chez tout le monde. Et que du coup, ces expériences-là, elles t'ont construite, elles t'ont fourni cette fameuse colonne vertébrale parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu... Tu t'es spécialisé justement dans ces opérations de haut de bilan, de LBO, acquisition d'entreprise, en fusion. Donc, en gros,
J'ai envie de te poser la question à l'envers, c'est-à-dire que tu aurais été autre part, est-ce que tu aurais été intéressé par ça de toute façon? Donc la rentrée dans le MNS a été une opportunité parce que c'est à une époque où une personne voulait créer ce département, il cherchait un junior qui avait une tête bien faite, qui était malléable, et j'étais sur place et j'avais un peu fait le tour du service support marketing de la banque privée. Donc ça a été plus une opportunité. Maintenant, je pense qu'il faut saisir toutes les opportunités, il ne faut jamais regretter ce qu'on fait. Par contre, il ne faut pas perdre son temps et donc effectivement, il ne faut pas papillonner, mais j'avais conscience qu'il fallait au minimum faire au moins 2 ans. Pour être crédible, quoi. Pour être crédible, on peut pas. Voilà, pour moi, c'est important de faire le tour d'un poste et c'est minimum 2-3 ans. Alors, tu vois, tu es Voilà. l'antithèse de l'invité que j'ai eu juste avant toi, qui, lui, justement, est passé d'une carrière sportive à un début de master qu'il a laissé le vendredi pour attaquer le lundi dans une boîte de société de gestion, et il est parti de rien du tout. Et justement, quand j'ai posé cette question, il m'a dit moi, j'ai aucun diplôme, j'ai rien du tout. Et aujourd'hui, pourtant, ça cartonne, quoi. Donc, c'est des différences de point de vue. Je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais pourquoi tu viens de dire, pour moi, c'est important d'être assis dans un métier et d'avoir tel ou tel niveau de connaissance. Ouais, Ça te rassure? Non, je pense qu'en fait, si on veut être... voilà, c'est une question de crédibilité. Et c'est pour ça qu'après, j'ai choisi ce poste qu'on m'a créé au Crédit Suisse. En fait, j'ai quitté le M&A en disant, voilà, moi, c'est fini parce que si je continue, en fait, je vais être catalogué analyste fusion-acquisition et je vais perdre, je ne pourrai plus rentrer en gestion privée. Donc, on a créé, pour moi, on a dégraissé des 25 banquiers privés, les petits clients de la banque, en juillet 2008. Le cadeau sympa. Sympa, ouais, tu m'étonnes. Le CAC à moins 40. Voilà, Lehman Brothers. Et on a créé ce pôle affluent, donc les petits clients de moins d'1 million d'euros. Voilà, donc à l'époque, j'avais 27 ans. C'est peut-être pour ça qu'on t'appelle, parce qu'en fait, en ce moment, toute proportion gardée, on est en train de se demander si on vit par un deuxième Lehman. Non, mais c'est pas du tout le cas. Mais je veux dire, tu disais tout à l'heure, j'ai beaucoup d'appels. En même temps, si on t'a connu en 2008... Ouais, alors moi, voilà, et donc... Non, mais en fait, c'est ça, notre métier, c'est dans des moments, c'est ce que je te disais au début, c'est dans des moments de complexité que les gens ont besoin de conseils. C'est vraiment dans ces moments-là qu'on est utile. Quand tout monte, c'est les gens, ils n'ont pas besoin de nous. Voilà. Donc, au contraire, moi, je suis ravi d'avoir ces opportunités-là, parce que pour nous, c'est des vrais moments d'échange avec nos clients, et c'est la valeur ajoutée est là, parce que les décisions, on n'est pas là pour simplement dire ou être perroquet. C'est ça la différence d'un vrai CGP, parce qu'aujourd'hui, on est abreuvé d'informations de sociétés de gestion. Tout le monde nous dit son point de vue, ou de banque privée. Et je pense que ce que le client attend, c'est « mais vous, Jean-Baptiste Holtz, vous nous dites de faire quoi ?» Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On vend, on continue, on garde, on change de banque. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc l'aspect conseil qui est très important. Tu disais là à l'instant que justement on fait tous pareil. En gros, c'est ce que tu disais. Qu'est-ce qui nous différencie? Je te poserai la question après, mais on va continuer ton parcours. Donc 2008-2011, banquier privé également. Et puis tu viens de le dire, hein, tu vis ce fameux choc boursier. Est-ce que tu peux nous parler de cette fameuse, de ce secteur EHPAD clinique, ta première expérience dans ce secteur-là, en fait? Oui, alors en fait, quand j'étais banquier privé encore au Crédit Suisse, je faisais à la fois de l'élevage, c'est-à-dire qu'on était ce qu'on appelle banquier éleveur. On avait j'avais un pôle d'à peu près 300 familles. J'avais un gros portefeuille, et en même temps, je chassais. C'est-à-dire que j'avais des listings d'entrepreneurs à des marchés, et de voir si effectivement, dans leur marché, notamment 2 marchés qui se consolidaient à l'époque, les EHPAD et les cliniques, MCO, SSR, et de soins de suite et de rééducation, bref. Et effectivement, il y avait une vraie consolidation, et donc mon rôle, c'était d'aller rencontrer ces dirigeants pour savoir s'ils étaient vendeurs, et éventuellement de les présenter à des acquéreurs, voilà. Donc, et à la banque privée. Et en fait, ça a plutôt très bien marché. Et à ce stade-là, du coup, en parallèle, si vous voulez, la banque a commencé à transférer le département affluent sous la direction de la Suisse. D'accord. Voilà. Et donc là, pour moi, ça devenait compliqué parce que j'avais plus du tout d'interaction avec ma hiérarchie française. Et puis, j'arrivais à un stade où on me demandait à la fois de chasser, à la fois d'élever, etc. Et donc, j'ai toujours voulu cette indépendance, hein. Je l'assume, et j'ai toujours été d'ailleurs très transparent. Et donc, j'ai pu, entre guillemets, lever le bras, négocier,
et partir dans de très bonnes conditions avec la banque. Et à la condition de transmettre mes clients à mon repreneur conseiller bancaire. Et de repartir from scratch. Et de repartir de zéro, sans aucun client. Voilà. On sent que tu restes assez pudique sur le sujet. J'ai pas totalement bien compris pourquoi tu as décidé de partir. C'est quoi? C'est une charge de travail? C'est que tu n'avais plus le soutien de ta direction? Sans rentrer dans des détails scabreux, mais je veux dire, qu'est-ce qu'à l'époque, l'homme subissait vraiment tous les jours? Moi, j'ai des CGP qui viennent et qui me disent, je me suis retrouvée sur le parvis de la Défense avec mon attaché-caisse et mon costume, et je me suis dit, j'arrête, ça me saoule, c'est plus moi. C'était quoi le sentiment? Non. Moi, en fait, le sentiment, il était double. Il y avait un timing. C'est que je savais que je ne pouvais pas démarrer avec les clients que j'avais en portefeuille. Je ne pouvais pas partir, même avec 2-3 clients. Je ne pourrais pas. Donc, il fallait que je démarre à 30 ans. Il y avait un timing. C'est-à-dire qu'il fallait que je n'ai pas d'enfant à charge. Il fallait que j'ai un chômage de minimum 2 ans, que j'ai un gros chèque. Et si vous voulez, il y a eu... tu avais envie de devenir chef d'entreprise, quoi. Ah, mais moi, tu t'es dit... depuis 2001. Okay. Depuis 2001, c'était clair dans ma tête que je montrais ma structure un jour ou l'autre. Mais tu avais juste besoin de poser tes jalons avant. Il fallait que... Voilà, je voulais que si ça plante, j'ai un minimum d'expérience pour me présenter dans d'autres banques. Alors, pour être honnête, avant de monter ma structure, j'ai rencontré Rothschild, Edmond Rothschild et JP Morgan. Et les deux m'ont trouvé jeune loup. Voilà. Donc, je n'ai pas été pris dans les entretiens. Mais jeune loup, c'est-à-dire trop agressif? Ouais, enfin, c'est ce que m'avait dit le chasseur de tête. Parce que, voilà, mais il m'avait trouvé que j'étais un petit peu sûr de moi, un peu trop ambitieux. Voilà. Enfin, il me sentait peut-être un peu trop entrepreneur, justement, et pas assez low profile, etc. Absolument, ouais. Sauf qu'à l'époque, j'avais dans mes mains des cartes assez élevées, puisqu'effectivement, moi, j'ai participé à la cession de 3 cliniques de chacune plus de 30 millions de valorisation et une dizaine d'EHPAD. Voilà. Donc tu savais un petit peu ce que tu valais, en tout cas ce que tu savais faire. D'autant qu'à l'époque, c'est pas comme avec tout ce qui s'est passé depuis le Covid, les EHPAD, c'est vrai que c'était sûrement précurseur d'aller sur ce terrain-là. Ouais, alors là, c'était... c'était pas de ton fait, j'ai bien compris. Non, c'était pas de mon fait, c'est des fichiers qu'on m'avait donnés. Ouais. Et bon, voilà. Et donc, c'était des prospects. C'était à l'époque une consolidation d'un marché, comme aujourd'hui, on a une consolidation dans le secteur des CGP. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les EHPAD, ça a un peu explosé dans tout ce qui est investissement SCPI. À l'époque, on en parlait moins, en fait. Oui, alors ça a explosé, je pense, à cause du scandale d'Orpea. Évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est dans la diversification de ces investissements, comme les locaux commerciaux, tout ça, on en parle beaucoup plus aujourd'hui. C'est devenu un petit peu plus vulgarisé. À l'époque... À l'époque de la consolidation, en fait, les acteurs industriels rachetaient essentiellement l'exploitation. Le foncier était revendu justement à des CGP qui vendaient des chambres en LMNP. Okay. Voilà. Donc, dès ce moment-là, moi, d'ailleurs, j'ai jamais... ça a toujours été des investissements que je désapprouve. Mais à l'époque, déjà, c'est-à-dire 2010-2011, il y avait déjà un gros marché où des Orpea, des Corian, des Noblages, des Médica, enfin bref, ils achetaient principalement l'exploitation parce que le foncier était très cher. Très cher, oui. Et puis, c'est la création de Wells Conseil. Donc, on y est sur la fameuse question. Pourquoi ce nom à ta société? Est-ce que tu as eu plusieurs noms ou est-ce que d'entrée, ça a été ça? Oui, alors le nom d'une société, c'est toujours... épique. C'est toujours drôle parce que on passe du temps à réfléchir et en fait, moi, avec du recul, aujourd'hui, est-ce que je rappellerais ma boîte Wells Conseil? Je pense pas. Déjà, les initiales, c'est pas la grande classe, WC. On assume. W, c'est un peu une des dernières. Tu n'as pas pensé à l'époque? Non, c'est pas ça. C'est en fait, moi, je venais du wealth management et je visais une clientèle très très aisée, voilà, qui avait plus de 10 millions d'actifs par famille. Donc pour moi, ils étaient tous chez Indosuez Wealth Management, voilà, donc ils avaient le wealth management, pour eux, ça leur parlait, et donc Wealth Conseil, c'était vraiment le family office dans le wealth management. Donc c'était ce rôle-là, mais au tout départ, j'avais un autre nom et je me suis fait attaquer par un avocat. Je m'appelais Intuitu Family. Intuitu Family. Ouais.
Et j'ai été attaqué par un avocat d'un grand groupe américain qui faisait je sais plus quoi et qui m'a sorti un dossier comme ça, qui m'a dit non, il faut changer de nom. Pourtant, tu avais fait tes recherches, j'imagine, tu avais regardé J'avais si fait mes elle avait été recherches, déposée. ouais, comme tout le monde. En fait, je sais pas, ils se sont un petit peu télescopé. excités et donc j'ai laissé tomber. J'ai changé assez rapidement. Mais voilà l'origine de Wells Conseil. Et encore une fois, même aujourd'hui, il y a des gens qui disent Health Conseil. Enfin, oui, voilà, c'est ça, ça fait penser à la santé. La santé, oui, puis le W dans les listes, on est dans les derniers. Donc, quand vous avez une liste, souvent qu'on veut pas. Mais le renommé, c'est compliqué. Le renommé, ça veut dire perdre des gens. C'est comme changer. Je suis pas attaché à ma marque, mais par contre, c'était très important, à la différence de beaucoup de CGP de l'époque. Je ne voulais pas que mon cabinet ait mon nom de famille pour justement. En termes de transmission, ne pas. Je suis pas attaché à mon nom, mais c'est surtout, je trouvais que si on avait des associés, si on avait, l'histoire a fait autrement. Que tout le monde mais s'y retrouve en fait. Ouais. Alors aujourd'hui, tu es, on l'a vu, surtout sur des clients entrepreneurs, sur des sessions, des clients qui cèdent ou qui investissent. Tu m'as dit c'est un vrai sujet. Ce genre de problématique. Mais tu le dis parce que tu as l'impression que c'est pas très bien abordé, pas très bien travaillé. D'un point de vue législation, est-ce que tu trouves que les politiques vous aident? Est-ce que tu trouves qu'ils sont concernés dans ces problématiques-là? D'un point de vue fiscal, législation, tu vois? Ouais, je trouve qu'en France, faut être honnête, on a beaucoup de chance. On peut transmettre un patrimoine professionnel dans de très bonnes conditions, à moins d'anticiper et d'être bien conseillé. Voilà. Donc, avec le pacte du Trade, avec les holdings, je veux dire, la fiscalité des holdings et des plus-values à long terme, c'est vraiment quand même intéressant. Le 150 obétaire. Voilà, il y a plein de textes de loi fiscaux ou juridiques qui sont quand même favorables à la transmission. On parlait des forêts tout à l'heure. On peut transmettre un bien avec des parts de GFA, on transmet hors droit sur 75% de la valeur. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, et puis le démembrement, qui est spécifique à la France, où on peut démembrer des parts de société civile, etc. Donc, non, pour répondre à ta question, le gouvernement, l'État est plutôt favorable. La flat tax, c'est quand même quelque chose de très bien. Finalement, sur 30%, il y a toujours les prélèvements sociaux, mais c'est-à-dire qu'on a un taux d'imposition qui est quand même relativement faible. Donc, moi, avec du recul, je trouve que c'est quand même très favorable en France. Ouais. Donc, cocorico, quoi. Ouais, cocorico, à moins justement d'avoir un bon conseil et de faire les choses proprement en amont, préparer sa succession, sa transmission, sa cession. C'était quoi le plus dur de repartir à zéro, justement? Le plus dur, c'est que moi, j'ai eu des difficultés au début parce que justement... T'as fait le bon choix de personne? Non. Au début, non. En fait, donc, moi, j'ai quitté Crédit Suisse. J'ai démarré en fait, je continuais ma chasse sur des opérations de fusion-acquisition. Et j'ai pas été payé sur une très grosse somme par un partenaire. Et j'ai perdu 2 ans. J'ai perdu 2 ans. Et potentiellement beaucoup d'argent. Et t'as pas pu avoir c'était des pas recours? Un associé. Il y avait une convention d'apport d'affaires. Donc, mais j'ai jamais été rémunéré. J'ai fait un référé, TGI. Voilà. J'ai gagné, mais j'ai jamais été payé. Voilà. C'est possible, ça. Ouais. Voilà. Ton d'un chauve. C'est Mais tu n'es pas chauve. voilà. Non, pas moi. Ouais. Donc, expérience douloureuse, j'imagine. Ouais, compliqué parce qu'on n'a pas non plus envie de parler de choses. C'est pas positif dans votre entourage ce genre de dossier. Donc ça a été compliqué au début. Après, j'ai quand même des clients qui sont arrivés. J'ai quand même mais ça a été très très dur. Les 2 premières années étaient très 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 dures. Comment on se relève de ça? On se relève parce qu'on est passionné par son métier, qu'on veut le faire depuis qu'on a 20 ans. Donc on est quand même convaincu et on est résilient. On fait du sport. Il faut un mental. Hein, donc c'est en fait c'est un mix de tout. C'est une histoire. Il faut. C'est vraiment comme tous les entrepreneurs, la question qu'on vous pose quand vous démarrez, c'est les premiers mois. Alors, ça marche? Est-ce que tu es content? Tout le monde il y a ce petit truc en nous. Ceux qui posent la question à l'entrepreneur, c'est presque au fond de nous-mêmes, on a presque envie qu'il se plante. Parce que nous, on n'a pas osé. Et s'il nous dit, ça cartonne, on se dit, c'est cool. Mais bon. Et donc, non...
Ouais, faut raconter La ce qui vraie est dur, histoire. c'est ça. Là. Moi, j'ai toujours été honnête. Voilà. C'est-à-dire que quand c'est difficile, c'est difficile. Je ne crie pas sur tous les toits, mais je ne dis pas non plus que je cartonne et que si j'ai un stagiaire, je ne dis pas que j'ai un salarié et que voilà, et j'ai choisi de pas lever de fonds. J'ai pas choisi de voilà, c'est une démarche personnelle, mais ouais. Est-ce qui t'a aidé? Est-ce que je peux dire qu'il y a aussi la famille, ta femme qui travaille avec toi, Bien sûr, bien les sûr. enfants qui sont arrivés après? Donc, c'est important justement de pouvoir compter là-dessus pour ceux qui nous écoutent, si ça se trouve, qui passent par la même période par laquelle tu es passé. Mmh. Ou est-ce que toi, tu t'étais plutôt introverti et tu partageais pas trop tes angoisses? Comment tu as géré ça en tant qu'homme? Ouais, alors moi j'ai une femme extraordinaire, c'est sûr, et aujourd'hui on bosse ensemble, donc c'est un partenaire C'est pas dur de associé. travailler avec sa femme? Moi, j'aurais du mal, hein. Non, c'est pas dur du tout, mais parce que Bon, d'abord on a un peu notre précaré, elle a sa voilà, c'est marque, ça. D'accord. elle est vraiment associée, hein, aujourd'hui elle a 17% du capital, il n'y a pas de mystère, moi j'en ai 80 et une autre salariée à 3%, donc elle est pas, voilà, c'est pas... La journée, c'est pas ta femme, en fait. C'est ta collègue. Non, 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 quand même pas, non. Non, non, mais non, le plus dur, c'est de ne pas parler du boulot à la maison. C'est ça la difficulté, Bien sûr. ni devant les enfants. Voilà, pour vraiment couper, pour pas qu'on ait voilà, à table, qu'on commence à parler d'un dossier, ça va pas. Donc il faut. Le plus dur, c'est vraiment de faire. Mais au bureau, ça va très bien. Non, non, le sujet, je sais pas, parce que tu avais une toute première question au Non, début. j'essayais de comprendre les débuts. Tu Ah m'as oui, dit qu'est-ce qui m'a toi-même aidé à qu'ils ont tenir? été Qu'est-ce qui m'a aidé à compliqués, tenir? Voilà. absolument. Alors, Et donc, qu'est-ce ouais. qui t'a aidé à tenir? Alors, ça Alors, peut être des trucs concrets avec des nouveaux clients, des apporteurs d'affaires, bah des banquiers, je sais pas, mais c'est aussi des ouais. ressources personnelles. Oui, alors non, non, moi vraiment, pour le coup, j'ai peu de soutiens familiaux, très peu, et j'ai toujours refusé de prendre Financiers, tu veux dire? financiers ou Ou même même. d'entrepreneurs qui vont me présenter des contacts, etc. Voire quasiment pas. Donc c'est pour ça que j'avais besoin de tisser ce réseau historique avec la formation à l'SCP, avec voilà, parce que j'arrivais dans un secteur financier où j'ai aucun membre de ma famille qui est dedans. Donc voilà. Et non, c'est vrai, je pense que c'est d'abord une conviction profonde et donc une envie, quoi, une rage de percer. Des dossiers en vue, ça c'est très important. Et en fait, Continuer à travailler, à ouais. prospecter. Et tu vois, le plus dur, c'est pas tellement des dossiers qui plantent, etc. Moi, je trouve que le plus dur au début, c'est l'intelligence, c'est l'ascenseur émotionnel. Bien sûr. C'est finalement, tu vois un gros client qui dit, moi, je vais vendre ma boîte 10 millions. Tu dis, yes, j'ai fait mon rendez-vous, ça s'est super bien passé. Puis en fait, il te rappelle, il dit, non, non, en fait, j'ai vu, je suis chez un tel et un tel, finalement, je vais faire avec eux. Et puis, bouffe. Et pendant un mois, tu t'es fait des films, tu as fait des pitchs, tu as fait des présentations. Et puis, en fait, il se passe rien. Et puis, comme tu es le petit poussé et que tu démarres, ils savent que tu as un petit peu faim. Et donc, ils te font parler, ils te tirent un peu les ficelles et toi, tu donnes beaucoup d'informations gratuitement et tu les conseilles vraiment à titre gratuit en investissant ton temps et ta matière grise finalement pour rien. Donc ça, c'est très compliqué. Ça l'est encore. Wells Conseil, en toute simplicité, nous, on est une petite boîte, quoi. Donc, Vous êtes combien maintenant? on est 4 plus un alternant. Voilà. Ok. Nous ne sommes pas 5. Pourquoi tu rigoles? Parce que je pense qu'un CGP sur 2 dirait nous sommes 5. Ah, Voilà. Nous ok. sommes 4 plus un alternant. Ok. Donc aujourd'hui, concrètement, dans quoi t'es bon? Dans quoi t'es moins bon? Allez, sans démago, hein. Ouais, non, non. Et est-ce que tu communiques beaucoup? Alors, moi, je communique pas mal sur LinkedIn. Alors, pour répondre à la première question, dans quoi je suis bon, dans quoi je suis moins bon. Dans quoi je suis bon, je suis très bon dans l'allocation et la sélection des supports financiers. Ok. Voilà, ça, c'est... Mais c'est fort de ton passif aussi. en fait, si tu veux d'avoir l'expérience de haut de bilan, de M&A, Bah du coup, oui. tout ce qui est private equity, ça te parle. Tu comprends, tu arrives à comprendre derrière un fonds, qu'est-ce qui se passe Bien sûr. vraiment, etc. Et en plus, tu dois être, enfin, excuse-moi de te couper, hein, mais tu dois être confronté à des clients qui vont justement vouloir investir avec une appétence par rapport à un secteur d'activité. Puis toi, tu le comprends direct, en fait. Donc, tu vas choisir la bonne boîte avec les bons résultats, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, faut sentir les choses parce que forcément, c'est un petit peu comment dire, on propose pas la même chose tous les ans. Ça change tout le temps. Il y a des nouveautés. Et est-ce que ça sent bon? Est-ce que ça sent pas bon? Qui fait ça? Comment? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il a fait avant?
Est-ce qu'on a intérêt à rentrer sur le premier fonds? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à attendre, etc., etc. Donc, private equity. Dans quoi je suis bon? C'est vraiment la sélection financière. C'est le premier sujet. Ouais. Et deuxième sujet, c'est effectivement c'est cette relation qu'on peut avoir, c'est-à-dire de confiance, la confidentialité. Voilà, quand vous êtes sur des grosses OP où le type vend sa boîte, généralement, la confidentialité, elle est plus que primordiale. C'est sa vie. Si demain, il apprend qu'à un dîner, avec 2-3 verres dans le nez, vous avez commencé à, sans donner trop d'infos, mais suffisamment pour que la personne comprenne qui c'est, mais c'est fini. Donc, Alors, et ça c'est très dangereux. Il y a cette notion de confidentialité dont je parle souvent ici, qui est très importante. Mais là, tu soulèves aussi autre chose, c'est que il y a aussi un très très important aspect, un aspect très important aussi en termes d'émotion, de sentimentalité, au même titre qu'une famille avec un décès va avoir un patrimoine et va venir voir un CGP, mais il y a aussi l'entrepreneur qui a créé sa boîte. Je sais de quoi je parle puisque c'était le cas de mon papa, qui l'a fait fructifier, qui l'a vu grandir, qui va la céder. Donc il y a une charge émotionnelle qui doit être hyper forte, non ? Oui, alors finalement, les premiers entrepreneurs qui viennent vous voir, vous en tant qu'indépendant, c'est quelque part qu'ils doivent se voir un peu en vous, je pense. Ouais, qu'il y a un peu de ça. Mais il n'y a pas de transfert d'émotion. Pour répondre à la question, il n'y a pas de transfert d'émotion parce que le sujet est trop grave. On n'est pas là, voilà, il n'est pas là pour m'aider en me confiant ses capitaux. Après, lui, il est là pour voir qu'est-ce qu'il peut récupérer le max parce que il a une cartouche et il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc, effectivement, le choix du... Il y a plutôt une stratégie, quoi. Il y a une stratégie et en fait, en général, on va un peu la pêche aux infos et à la fin, on a un cercle très restreint qui est au courant de l'opération et qui avance de manière très confidentielle avec le cédant. Voilà. Mais il n'y a pas une volonté de savoir qui reprend, c'est quoi son profil, est-ce qu'il est dans les mêmes valeurs que moi quand on cède sa société? Non, en fait, ça, c'est très étrange. J'ai pas... Alors, on a les clients qui nous ressemblent. Ouais, donc t'es comme ça. Non, on a les clients qui nous ressemblent, mais en fait, d'abord, le patrimoine, très souvent, les rendez-vous, il y a une différence entre la transaction de vendre sa société et gérer les capitaux ensuite. Ouais. C'est vraiment deux sujets différents. Et le moment du chèque et de la gestion du chèque, il arrive jamais. Pas en même temps, quoi. En fait. Il arrive après la session Okay. et on parle pas de ça. Donc, le vrai sujet, c'est que du coup, le chèque, il appartient souvent aussi en partie à la moitié qui n'a pas été forcément l'entrepreneur, qui n'a pas les forcément... associés ou les investisseurs. Ou l'épouse. Ou l'épouse. Ou le mari. Ah oui, donc tu es aussi dans d'autres problématiques, là. Tu es dans des problématiques aussi, parfois, peut-être un peu personnelles, contrat de mariage, ce genre de choses. Divorce, enfant d'un lit différent. Voilà. Donc, c'est vrai que... voilà. Après, comme tu le disais, moi je suis assez pudique, je raconte pas non plus tout mes clients connaissent très peu ma vie personnelle, mes passions, mes hobbies, voilà. Je suis conseil patrimonial, je suis pas un copain qui vient manger une pizza sur le coin de la table basse et qui fait signer le contrat au client. Je fonctionne pas comme ça. Non, mais il y a quand même un lien qu'on doit tisser quelque part. En fait, le lien, il est dans cet échange-là. Quand on parle en rendez-vous sur une problématique où je dis, voilà, ça, j'y crois parce que ça fait tant d'années, je présente des chiffres, je présente un marché, où je raconte une histoire, où je dis ce que j'ai vu au quotidien. Moi, j'ai une approche très clinique du métier. Quand j'entends deux copains qui me disent qu'ils ont une maison, l'un à Marly-le-Roi et l'autre, je sais pas, au Vésinet, et qui me disent que ça fait 3 mois qu'elle est sur le marché et qu'il y a 2 visites, je me dis, il y a un problème. Alors, soit leur maison est vendue trop cher, soit il n'y a pas d'appétit pour le marché. Enfin, j'écoute les notaires, et en fait, on a énormément d'informations dans notre microcosme, déjà sur une situation, sur une économie, etc. Donc là, pas plus tard qu'avant d'arriver, j'entendais des gens à table, voilà, on entend, on sent les choses. On sent les choses après... comment dire, c'est micro, c'est de la microéconomie, c'est pas de la macro, mais on peut arriver. Et donc, moi, j'aime bien raconter ces anecdotes. Par contre, je mets du liant. Voilà, je suis bavard, tu vois, j'ai des phrases plutôt longues. Comment est-ce qu'on vit avec une tension comme ça et une vigilance
en permanence, C'est que je dur. ressens chez toi. Ouais, c'est dur parce qu'en fait, comme tu disais, on est entrepreneur. Donc, moi, je fais le choix je veux pas que je construis aussi à côté de ma boîte. Mon propre patrimoine, ma propre famille, voilà. Le plus beau patrimoine, c'est les enfants, c'est l'épouse, c'est la famille. Voilà, pour moi, ça c'est. On peut Sacré. tout réussir si voilà. Donc c'est Si la on règle rate de ça, base, on c'est a raté sa vie, quoi. de voir ses enfants, de les voir grandir, de leur transmettre nos valeurs, de les écouter. Et moi, j'ai une ado là, de 14 ans, faut passer du temps, faut être là avec eux. Je trouve que c'est hyper important. Il y a des bouleversements. Voilà, donc, non, pour moi, c'est ça. Donc, l'attention, elle se libère. Bon, alors le sport, hein, moi, je pratique beaucoup de sport, notamment les sports de voile ou même la course à pied, mais plutôt la voile. Du kitesurf, là je me mets au wingfoil, là je viens d'acheter un wingfoil, voilà, et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir ma maison secondaire à 1h20 de chez moi, donc je suis dans le golfe du Morbihan en 1h20 et ça m'arrive très fréquemment en semaine d'aller bosser de là-bas, parce que j'ai une wifi, et puis d'aller faire un petit plouf dans l'après-midi ou dans la matinée, donc ça c'est extraordinaire, et là voilà, le printemps arrive, ça va être... C'est une qualité de vie incroyable de naviguer, et puis vous asseyez, vous avez les cheveux encore un peu mouillés, vous démarrez votre visio avec le client, et vous lui dites que vous avez... Et en fait, finalement, c'est... Pourquoi ? Il y en a qui mettent 2 heures pour aller dans les transports en commun. Ça n'a pas de prix, quoi. Voilà. C'est une liberté. Donc, c'est une liberté totale. Mais tu dirais que tu as quand même beaucoup bossé pour en arriver là, non ? Oui, bah, c'est marrant parce que je dînais avec mes parents hier et ils me disaient « T'as quand même la belle vie ». Je leur dis « Ouais, mais bon... Là, par quoi je suis passé, quoi. Non, mais en fait, on travaille. C'est-à-dire que, il me dit « Voilà, tu bouges quand tu veux, t'es libre. » Est-ce que tu as des discussions avec ton papa sur l'énergie ? Non, assez peu. Alors, moi, d'abord, je suis écolo plus, mais je vais pas... c'était une génération sur le pétrole. Non, mais même sur les fluctuations du prix, sur la guerre, l'impact sur les matières premières, tout ça, vous échangez avec votre papa de ça ? Non, on n'en discute plus trop. Alors, mon père a 84 ans. Ouais, donc, je dis pas que... Voilà, mais c'est juste que c'est moins des sujets... il est parti en pré-retraite au moment de la fusion de Total Elf à 56 ans, donc... Bon, il est moins dans le truc que peut-être à l'époque où il était chez Total. Mais globalement, moi, ma recommandation, c'est que souvent, il a eu beaucoup de titres Total, comme beaucoup de cadres de Total, parce qu'ils adorent leur société. Et c'est vraiment, effectivement, en termes de rentabilité, quand on voit, ils ont fait 12 milliards de planètes, c'est quand même incroyable. Mais non, il faut diversifier. Et ça, c'est mon sujet. C'est que souvent... vous avez plein de cadres supérieurs dans les tours de la défense qui ont des obligations, enfin des actions gratuites ou des stocks et qui sont avec des quantités astronomiques du même titre. Et ils oublient que même si c'est une très belle boîte, elle peut s'effondrer. Absolument. Et qu'il y a un risque de diversification. Il y a qu'à voir les cours, là, je regardais ce matin, de Téléperformance. L'année dernière... non, mais je veux dire, on est passé du négatif à plus 15 et ils sont même pas au niveau d'avant le fameux Esclandre en Colombie. Donc, c'est intéressant aussi. Tu parles de la divergence entre ton père et toi en termes d'écologie. Rapidement, parce qu'on est déjà au terme de l'émission. Toi, aujourd'hui, ton investissement écologique, il se traduit comment dans ta société, dans tes choix, mais aussi est-ce que... Alors moi, non, je fais attention. Hein, alors, vraiment, j'aime pas mettre en avant le green. Voilà. Mais effectivement, on a des vélos électriques. Moi, je vais au bureau à vélo. Wells conseille à acheter 2 vélos électriques, un pour ma femme, un pour moi, parce que les autres arrivent en train d'Angers. On a une voiture électrique, on n'en a qu'une, et avec 4 enfants, c'est très fréquent d'avoir 2 voitures, une petite pour en ville et une grosse. Donc là, nous, voilà, on a la chance de tout faire à vélo. Non, voilà, j'ai planté des arbres, hein, j'ai planté dans 3 hectares 3000 arbres chez mes parents en Normandie, parce que l'agriculteur partait à la retraite et qu'il y avait un truc à faire, parce que c'est très compliqué quand il n'y a pas de baux signés. Si l'agriculteur est remplacé par un autre GAEC, c'est très compliqué à récupérer. Donc voilà. Là, tu parles de ta petite contribution à titre un peu personnel. Non, mais c'est du concret. C'est du concret, bien sûr. Parce qu'après, on peut donner... voilà, y a je connais les 1%. Voilà, mais moi, j'aime bien les petites actions concrètes. 1% for the planet. Ouais, voilà. J'ai plein de copains chez Time for the Planet. Donc, c'est bien. Chacun fait à son échelle. Nous, on est plutôt dans les actions hyper concrètes. Voilà, mais sur l'écologie, en tout cas, après, tu vois, une boîte de 4 personnes, on va pas non plus mettre en place des process. Non, bien sûr, avec des produits. Avec les 2 associés qui viennent à vélo et qui sont mariés et femmes. Bon, voilà, mais non, c'est un vrai sujet. En plus, quand t'aimes la mer, quand t'aimes l'océan, quand t'aimes
Voilà, moi c'est. Tu te sens d'autant plus concerné, quoi. Ouais, bon après, c'est pas parce que t'aimes plus la mer que la montagne que. Mais ce que je veux dire, c'est que comme on y est souvent, voilà, quand t'es en pleine nature, t'es attaché, quoi. T'aurais un mot qui résumerait, pour clore ton émission, Jean-Baptiste, un mot qui résumerait ton métier aujourd'hui ou ouais, ta passion vers le métier? Bon, bah, justement, le mot c'est passion. J'ai pas réfléchi en un mot, c'est très court. Je dirais confiance, quoi. Confiance. Confiance, je crois que dans notre métier, c'est le mot-clé, quoi. Merci Jean-Baptiste Holt. Ça va, je le dis bien? Holz, ouais. Pas facile, hein? Gérard Holz, je le connais. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Si on veut te retrouver, on va bien sûr sur ton profil, Wells Conseil. T'es actif sur les réseaux? Ah, moi, je suis pas Tu l'as mal dit sur les LinkedIn, ouais. Mais ce ok. que je disais, je mets pas trop en avant les produits. Voilà. Bon, et ben écoute, merci d'avoir été à mon micro et à mes côtés aujourd'hui pour cette émission. Et tant qu'à vous, je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode de Passion Pâte. Ciao, ciao. Merci pour l'invitation.